Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence centrée dans la bulle LNH, donc Ligue nationale de hockey. Comment fidéliser, engager et gagner la coupe. Mon nom est Marie-Josée Brunet, je suis directrice des partenariats et philanthropie pour la TOU et membre du Conseil canadien de la commandite depuis 3 ans. En cette période d'élection présidentielle, il nous fait plaisir de vous enrichir et divertir sur un autre sujet, soit de discuter des enjeux importants vécus par les équipes de la Ligue nationale de hockey qui ont pu nous livrer les séries éliminatoires encadrées dans un modèle d'affaires bien particulier. En se conformant aux règles sanitaires rigoureuses, les équipes de la Ligue ont pu se mobiliser, entamer les séries, maintenir leur partenariat majeur, fidéliser et engager les publics et couronner l'équipe gagnante, le Lightning de Tampa Bay. Bien que pour plusieurs, cela peut paraître comme un gros show de l'entertainment dans vos salons, mais on s'attarde aujourd'hui au comment les équipes s'y sont rendues, aux exigences, compromis, sacrifices et à la résilience de chaque joueur, ainsi que leur famille et membres de l'organisation. En passant, je ne suis ni analyste de hockey, commentateur ou pro de la statistique. Toutefois, je salue les Michel Bergeron, Pierre-Wood, Champerron et compagnie, et je ne m'empêcherai pas de faire quelques péronismes ici et là, juste pour mon plaisir et le vôtre. Parce que, comme il disait si bien, Paris ne s'est pas construit en plein jour. Bon, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos invités. Mathieu Darche. Salut Mathieu. Directeur des opérations hockey pour le Lightning de Tampa Bay. Bonjour. Salut Mathieu, bienvenue. Georges-Étienne Bernier, qui est vice-président vente chez FX. Bonjour Georges-Étienne. Et André Brun, qui est directeur communication hockey chez Oilers d'Edmonton. Bonjour. Bonjour André. Donc, cette discussion est très participative de sorte à ce que, bon, c'est comme une discussion d'après-match, là, vous pouvez vous interrompre là, si vous êtes poli, si poliment c'est possible. Fait que je ne voudrais pas que ça commence à sentir l'eau chaude, comme M. Perron dit. OK, donc Mathieu, on va commencer avec toi. Ami de longue date du Collège Notre-Dame, diplômé de McGill en marketing et affaires internationales, tu as joué dans plusieurs équipes de la Ligue nationale, dont les Blue Jackets de Columbus, le Lightning de Tampa Bay et les Canadiens de Montréal. Tu as pris ta retraite comme joueur en 2013, tu as travaillé 6 ans chez Delmar et maintenant tu es pour le Lightning comme directeur des opérations hockey. Bienvenue, Mathieu. Merci de me permettre de participer. Parfait. Puis, je vais Mathieu, tu as une surprise, je pense, pour les invités d'aujourd'hui. Je pense que on va faire tirer à tous les participants quelque chose. Fait que je ne sais pas si tu l'as à portée de main. Oui, excusez-moi. Je l'ai dans mon bureau. C'est un chandail signé par Victor Hedman, gagnant du trophée Conn Smythe. Super. Fait que, merci pour ça puis d'avoir permis de faire un heureux gagnant. On va le faire tirer à la fin de notre entretien. Fait que si on se remet en contexte un peu, la saison 19-20, ça a été la 102e saison de la Ligue nationale. Habituellement, la saison régulière voit les équipes de jouer 82 matchs. Mais dû à la pandémie, bon, ça s'est écourté entre 68 et 71 rencontres. Le 12 mars, tous les matchs sont suspendus. Et les séries éliminatoires devaient initialement se jouer d'avril à juin 2020 et se déroulent finalement de août à septembre. Donc, afin d'éviter la diffusion de la propagation, les séries ont lieu dans 2 villes principales, à Toronto pour l'Association de l'Est et Edmonton pour l'Ouest. La finale de la Coupe Stanley, elle, se joue à Edmonton. C'est la première fois que, depuis 1925, que l'ensemble des matchs des séries éliminatoires se disputent entièrement au Canada. Alors, pour être en mesure de jouer en toute sécurité, la Ligue a créé un concept de la bulle, puis afin de, pour, dans le fond, éviter toute transmission du virus. Fait que Mathieu, toi qui as vécu la bulle, justement, plusieurs semaines, voire mois, comment a été dans le fond, comment la bulle a été mise en place par la Ligue? Comment tu peux nous dire un peu là, professionnellement et personnellement comment vous l'avez vécu? Parce qu'évidemment, vous étiez loin de vos familles et vos proches. Fait que juste nous dire quelques mots là-dessus, là, comment ça s'est passé tout ça. Je ne sais pas pour faire ma langue sale, mais au moins, on a ramené une coupe au Canada. Ça fait longtemps qu'il y en a eu. Non, blague à part, écoutez, je me rappelle encore le 12 mars, ce soir-là, on jouait contre Philadelphie, puis écoute, tout s'est arrêté. La veille, on avait eu l'histoire avec Rudy Goldberg, avec le Jazz de Utah, donc tout a déboulé de là.
Puis il y a beaucoup de monde, tu sais, la NBA ont annoncé rapidement leur retour au jeu. Le baseball, il y avait une portion de convention collective, nous aussi d'ailleurs. La Ligue nationale, au début, a été critiquée pour prendre son temps, mais ça a été la bonne décision parce qu'on voulait voir la progression de la COVID. Quelle ville allait bien? Parce qu'au début, même nous, en Floride, au mois d'avril, mai, juin, il n'y avait pratiquement pas de cas. Les restaurants étaient ouverts et tout. Donc, on disait, on pourrait être une ville haute. Puis il y avait certaines choses importantes pour la Ligue, le nombre de vestiaires, les arénas de pratique, là, les hôtels et tout. Donc, Tampa ne fonctionnait pas nécessairement. Puis après ça, nous, on s'était fait dire Vegas, Vancouver. Après ça, Vancouver, je pense qu'avec la santé publique, ça a été plus compliqué. Vegas, tout d'un coup, les cas se sont mis. Bien qu'une fois dans la bulle, là, la NBA l'a fait à Orlando, parce qu'à ce moment-là, les cas, ils étaient très hauts. Mais une fois que tu es dans la bulle, là, les chances que le virus rentre, il faut vraiment que quelqu'un soit négligent parce qu'on est parti le 26 juillet de Tampa. Nous, la conférence de l'Est, on était à Toronto. L'Ouest était à Edmonton. Puis les deux villes ont fait un boulot incroyable, honnêtement. On est arrivé dans la bulle, nos vols nolisés comme des raisons, comme on voyage tout le temps. On arrive à l'hôtel. Il fallait que tout le monde ait été testé. On a été testé à peu près 20 jours en ligne avant de partir. En arrivant dans l'avion, en arrivant là-bas, on était testé. Les premières journées, on a supposé sortir de nos chambres pour aller aux pratiques, aller manger, puis on est supposé rester à nos endroits. On était là 65 jours à se faire tester à tous les jours. On avait, pour ceux qui voyagent aux États-Unis un petit peu, il y a les choses clear maintenant dans les aéroports. C'est un petit peu comme un Nexus, mais il y avait des bornes clear partout dans l'hôtel. Avant de sortir de l'hôtel, on devait aller là, on répond aux questions. On mettait notre visage, ça prenait notre température, ça nous donnait un QR code, là, je ne suis pas sûr comment on le dit en français. Après ça, on scannait notre téléphone dessus, puis ça nous donnait notre photo en vert autour. Là, on a le droit de sortir de l'hôtel. Il y avait littéralement des barrières chaque tour de l'hôtel. Là. On était vraiment en cage. Là. Ben, cage, façon de parler. Là. À Toronto, on avait un setup quand même pas pire. Il y avait le terrain de football pas loin. Il y avait beaucoup d'espace extérieur. On avait des courts de tennis et tout. À Edmonton, c'était plus restreint. C'était en plein centre-ville. Il y avait un petit courtyard que les joueurs, à la fin, ils appelaient ça en anglais, ils appelaient ça le prison yard, là, la cour de prison, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Mais il n'y a personne qui va avoir pitié de nous non plus. On était dans des hôtels 5 étoiles. On avait quelques restaurants et tout. Est-ce que c'était un inconvénient de se faire tester à tous les jours? Mais non, il te rentrait un Q-tip dans le nez à tous les jours. Puis, ça l'a permis de pouvoir finir la saison. Puis, c'est pas comme si on avait joué 10 matchs dans la saison, puis là, on fait les séries éliminatoires. On avait quand même joué 70 matchs en moyenne dans la Ligue. Donc, pour moi, ça valait la peine de finir la saison. C'est sûr que si on pense juste à nous, au Lightning, on sait qu'on est une équipe prétendante à la Coupe. On sait les histoires avec le plafond salarial. On ne voulait pas perdre une opportunité de pouvoir gagner la Coupe Stanley. Fait que la Ligue a fait un boulot incroyable, honnêtement, d'avoir attendu tant que ça. Puis la façon qu'ils ont tout établi, les protocoles, là, c'est des documents. Là, un pour la phase 2, c'était les joueurs peuvent recommencer à pratiquer sans les entraîneurs. La phase 3, c'était comme un camp d'entraînement. La phase 4, c'était le retour au jeu. Puis il y avait les protocoles étaient rigoureux. Puis regardez, je pense je ne me souviens plus de la statistique exacte. C'est genre 38, peut-être André va le savoir mieux que moi, mais 38 000 quelque chose tests. Aucun test positif. Puis là-dedans, on avait les employés de l'hôtel qui retournaient chez eux le soir aussi. Qui sont fait tester à tous les jours. Donc, à l'Arena, c'était bien fait. Les médias qui étaient à la galerie de presse n'avaient pas accès à nous, aux joueurs. C'était vraiment bien séparé. Donc, moi, je dis chapeau à la Ligue nationale. Ça a permis. Puis Georges-Étienne va en parler encore plus que moi. Ce qui est plus impliqué dans ça, ça a permis aussi avec nos commanditaires, nos contrats de télévision, de permettre de pouvoir remplir nos obligations. Nous, on a été capable que les matchs de la ronde préliminaire pour nous ont été sur Fox Sports Floride, qu'on leur devait des matchs avec NBC. Nos commanditaires sur les bornes, pour ceux qui regardaient 3 matchs pendant la journée, vous remarquez qu'à chacun des matchs, si c'était Tampa qui était à la maison, on avait Tampa General Hospital, on avait nos commanditaires à nous. Donc, ça a été de ce côté-là. Ils ont permis, les équipes n'ont pas fait plus d'argent. Ils en ont juste perdu moins. Ils ont été capables de remplir leur contrat. Donc, ça a été... Écoute, je pense que toutes les équipes dans la Ligue ont perdu de l'argent. Nous, on en a perdu énormément aussi. Puis, ce qui est dommage, c'est quand tu gagnes la Coupe Stanley, habituellement, c'est des années records en termes de profit. Mais là, pas juste qu'on n'a pas fait de profit, on en a perdu, mais
On a perdu moins parce qu'on on était capable de remplir certaines de nos obligations de commanditaires et tout. Parfait. Puis en plus, est-ce que le fait de vivre dans cette bulle-là, c'est parce qu'il y a une perception aussi des joueurs? Tu parlais justement de la prison, là, en guillemets. Là. Est-ce qu'il y avait un support aussi concernant leur santé mentale? Est-ce qu'il était affecté pour assurer la performance sur la glace? Est-ce que l'équipe a encadré ce volet-là, vu que tout le monde était aussi loin de leur famille? Chaque équipe a le droit d'amener 52 personnes dans la bulle, maximum 31 joueurs. Nous, on a choisi, la part des équipes, on est 30-31. Nous, on a amené 28 parce qu'on a fait nos études analytiques, peu importe que habituellement, les équipes, c'est à peu près ceux qui se rendent. On avait tous nos combinaisons, nos thérapeutes, mais on avait aussi amené le psychologue sportif qui travaille à l'Université de Nouveau-Brunswick, d'ailleurs. Il était là tout le long. Habituellement, il vient au camp d'entraînement quelques fois pendant la saison. Il consulte avec nos joueurs. Mais là, on voulait absolument qu'il soit là avec nous pendant les 2 mois. Puis ça s'est quand même bien passé. Je pense que c'était plus dur pour les joueurs que pour nous parce que nous, côté management, comme à Toronto, on regardait 3 matchs par jour. On a regardé, je pense, 76 matchs pendant les 2 mois. On en profitait, nous, pour notre travail, d'aller voir les autres joueurs, les autres équipes et tout. Mais eux, c'est entre les matchs, des fois, ou quand on a battu Boston en 5, on a eu 7 jours de congé. Puis, il n'y a personne qui a pitié pour toi. Tu es dans un bel hôtel, tu fais nourrir, des activités, mais c'est long et aussi à 7 jours à ne pas faire grand-chose. Tu sais, oui, ils vont se lancer le ballon de football. Fait de ce côté-là, nous, la Ligue, je ne pense pas que la Ligue elle-même s'occupait de chaque équipe, mais plusieurs équipes ont amené leur psychologue sportif. Je ne pense pas que nos joueurs non plus, là, ils étaient en position fétale dans le coin de leur chambre à s'ennuyer et tout. C'est sûr, on a un joueur que sa femme a accouché 1 mois avant de partir. Fait que, c'est dur de partir. Il y a des réalités comme ça. De l'autre côté, c'est ton travail. Très bien payé pour le faire aussi. Puis les joueurs en bout de ligne, tu joues tout pour gagner la Coupe Stanley. Tu as une autre opportunité. Puis une carrière, là, c'est un moment défini là, dans une vie. Là. Et tu perds une année, tu perds une opportunité de pouvoir gagner la Coupe Stanley. Fait que les gars, moi, j'ai été très impressionné de nos joueurs, comment ils ont été concentrés du début à la fin. On a été, excusez-moi si j'utilise des mots anglais, mais on a été sharp du début à la fin. Est-ce que c'était tout le temps facile? Non, mais ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'on n'a pas eu trop d'adversité. Ce que moi, je pense que les équipes ont le plus de misère, c'est les équipes qui tirent de l'arrière 1-3 ou 0-3 dans une série. C'est plus facile de lâcher quand tu es OK, regarde, parce que statistiquement, là, tu tires de l'arrière, les chances que tu gagnes la série sont tellement minimes. Là, tu te dis, OK, là, je vais passer un autre 5-6 jours ici quand je sais qu'en bout de ligne, je ne gagnerai pas. Je pense que ça a peut-être affecté le côté mental des joueurs de ce côté-là. Mais nous, nos joueurs, ils me disaient, quand ils étaient sur la glace, c'était bizarre parce que pendant les pauses de télé, il y a de la musique, mais il n'y a personne dans les estrades, il n'y a rien qui se passe sur l'écran. Je veux dire, ils ne montrent pas du monde qui sont en train de danser ou le kiss cam ou le tam tam cam comme il y a à Montréal ou des choses comme ça. Mais une fois que la rondelle a joué, les gars, ils disent, regarde, parce que même dans un ayant tes joueurs avant, là, c'est incroyable de jouer au Centre Bell. Je pense encore que c'est le meilleur amphithéâtre de la Ligue nationale, surtout quand tu gagnes. Puis, mais quand la rondelle tu joues, c'est un bruit de fond que tu entends. Fait que les gars, ils étaient motivés. Puis même ce que vous entendiez à la télé là, avec un semblant de foule, mais ils en mettaient dans l'aréna aussi. Il y avait une grosse mise en échec. Oh, ils montaient le volume. Fait que les gars, ils n'ont pas vraiment senti que c'était différent de ce côté-là. Donc, je pense qu'honnêtement, ça a été très, très, très bien fait. Le décor qu'ils ont fait pour pas que ça paraisse trop vide avec les 2 écrans en arrière des bancs, c'était super. Ils ont même mis des toiles dans le bas de la zone pour pas que tu vois des bancs vides. Donc, ça a été très bien fait. Puis nos joueurs, c'est sûr, regarde, on a fini par gagner la Coupe Stanley. Fait que c'est sûr qu'on sort de là positif. Là. Oui, à la fin de chaque année, il y a juste une équipe qui est contente. Oui, effectivement. Et tu t'en parlais justement des estrades. Là, normalement, bon, c'est ça. Les joueurs n'ont pas senti de différence nécessairement parce qu'il y avait du son qui était mis dans l'aréna. Mais nous, on voit, nous, la communauté, la commandite et tout, on voit ça comme des opportunités aussi, par rapport à avoir un sponsor, un commanditaire dans les estrades. Fait que, est-ce que tu es au courant par rapport à ce que la Ligue aurait voulu faire ou pas? Parce que, bon, en termes d'inventaire, puis on va en parler aussi avec Georges-Étienne, mais il y a des inventaires aussi à combler. Le tour de la bande, c'est une chose, le numérique digital aussi, mais y aurait-il eu possibilité, peut-être dans la prochaine saison, d'avoir un partenaire qui soit dans les estrades?
ça soit vendu. Oui, puis vraiment, juste pour clarifier, quand je dis que les joueurs ne sentaient pas la différence, les gars, ils sentent la différence quand il y a des partisans. Là, ça, c'est 100% sûr, mais en termes de jouer, puis la différence, c'est que tu joues, puis là, il y a un sifflet, puis il y a une petite escarmouche. Fait que les gars sont plus dedans quand il y a des fans. Là, je ne suis pas en train d'enlever ça. Mais côté, puis je sais qu'il y a des sports, je pense qu'en Europe, au soccer, ou d'autres sports qui ont mis les commanditaires dans les estrades, mais souvent, pas ces équipes-là, ils jouaient chacun dans leur stade. Puis Georges-Étienne va savoir plus que moi. Puis probablement, avant de rajouter d'autres commanditaires, tu es mieux d'épuiser ta banque de commanditaires qui travaillent déjà avec toi. Puis c'est une chose de changer les choses sur les bandes. Mais imagine à chacun des matchs, si OK, là, le Lightning joue, puis on a vendu Spectrum, qui est notre compagnie de câble ici. Puis là, on met ça dans les estrades. Puis là, pour le match d'après, mais le Canadien il arrive avec Bell dans les estrades. Là, ça commence à être un casse-tête. Puis est-ce que ça aurait pu être des opportunités de vente de plus? J'assume que oui, mais en termes de logistique, je pense que la priorité, si je comprends bien, puis ça, je parle là, parce que moi, je ne suis pas impliqué dans ça avec le Lightning, on s'occupe du côté hockey, Georges-Étienne va pouvoir le dire, mais c'est d'épuiser ton inventaire, tu as des commitments avec tes commanditaires, que, comme on disait tantôt, c'est pas que tu en vends et tu reçois plus d'argent, c'est que, bon, mais ils t'ont payé un montant X pour 82 matchs, ou mettons 41 dans ton amphithéâtre pour la bande, mais tu leur en as donné 36, à un moment donné, les autres vont se dire, ben là, c'est pas pour ça que j'ai payé. Fait que je pense que le gros, c'était de pouvoir compenser les commandites qu'on a déjà eues. Moi, je sais que dans les meetings qu'on a eus ici par après, on a sauvé, on n'a pas fait plus d'argent, on a sauvé énormément d'argent en jouant, puis surtout en se rendant en faisant 4 rondes de notre côté. OK. Puis bien là, évidemment, félicitations. Je t'ai même pas dit félicitations en début de rencontre pour avoir gagné la Coupe. Shame on me. Donc, explique-nous un peu le match, la finale, la Coupe, comment vous l'avez vécu à Edmonton, les festivités, s'il y en a eu, puis comment le retour en famille. Fait que si tu peux nous donner... écoute, de notre côté, je me suis rendu compte que c'est plus énervant à regarder un match quand tu es dans le management que quand tu es joueur, parce que tu n'as aucun contrôle quand tu es en haut. Tu sais, comme joueur, tu as un certain contrôle, tu es sur la glace, puis d'en haut, comme le match de 5 prolongations qu'on a eu comme Columbus, là, j'étais brûlé après le match. Là. Je me suis endormi comme ça, puis je n'ai pas joué, je n'ai pas donné un coup de patin, là, mais c'est nerveux. Le dernier match, écoute, quand on venait 3-1 en série finale, on était confiant que, regarde, on a perdu le match 5, mais le match 6, on a joué un match incroyable. C'est drôle parce que jusqu'à la fin, on était nerveux. Là, puis c'est comme pas une tradition, c'est comme une coutume dans le monde du hockey. C'est que peu importe quand l'équipe gagne la série, le DG de l'équipe qui a perdu vient à ta loge, puis il te serre la main, félicitations. Puis après, il y a un sifflet, il restait 40 secondes, on était 2-0. Les chances étaient bonnes, mais tu ne sais jamais. Là. Puis on est à notre loge, on était encore sur les nerfs toutes. Puis à un moment donné, je me retourne de bord, puis c'est Jim Neal, le DG de Dallas, qui rentre dans notre loge, il nous serre la main, il restait 40 secondes, on a 2-0. Puis c'est la première fois, je peux dire, dans le match, que j'ai comme respiré, j'ai fait OK, fait que si lui, il ne croit plus, d'après moi, on l'a. Fait que, écoute, on était sur la glace. Oui, c'est là que tu t'ennuies des partisans, surtout, parce que personne qui crie, puis tout ça, mais tu es tellement dans le moment, on est tous dans le hockey pour gagner. Puis écoute, gagner comme joueur, c'est un niveau encore plus haut que dans ma position. Là. Puis j'aurais aimé ça l'avoir comme joueur, malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'était exceptionnel. Puis je sais ce qu'il y a des joueurs qui ont dit, on a une couple de joueurs qui ont déjà gagné la Coupe dans notre équipe, qui ont dit ce qui était le fun dans la chambre après, c'est qu'il n'y avait pas 50 000 personnes, j'exagère, là, mais il n'y avait pas 300 personnes dans la chambre avec les familles, puis les journalistes, tout ça. C'était vraiment juste l'équipe dans la chambre. Puis écoute, il y a eu du champagne, puis j'étais impressionné par les gens d'Edmonton. Le lendemain, quand on est retourné chercher des choses, c'était déjà complètement nettoyé, parce que le soir, quand je suis parti, j'ai dit, oh boy, celui qui va nettoyer ça, il va avoir du fun. Il y avait des cigares, il y avait du champagne, de la bière, on s'est tout fait arroser par la coupe. Mon habit était assez, mettons, j'ai fallu que je l'envoie au nettoyeur après. Justement, on a des photos. Non, c'est pas vrai. Mais justement, là, on a gagné ce soir-là. Le lendemain matin, on prenait un autobus à, je pense, 10 heures le matin pour revenir à Tampa. Quand on a atterri à Tampa, ce qui était bien, notre propriétaire, la mairesse, toutes nos familles nous attendaient à l'aéroport, l'équivalent là, de signature, mettons, à Montréal, ou Starlink, là, la droit privé. Mm-hmm. Fait qu'on était là, il y avait des autobus qui nous attendaient, nous ont emmenés à l'aréna, et on avait le droit d'avoir, je pense, 1500 personnes dans l'aréna. Là, ils en ont profité, ils ont invité les gros commanditaires.
des détenteurs de billets de saison de longue date, des détenteurs de loges, tout ça. Ils ont introduit tout le monde, nos joueurs qui n'ont pas pu avoir les photos sur la glace avec leur famille, comme on voit tout le temps. Les familles étaient là, les joueurs sont embarqués avec leurs patins sur la glace, ils sont chacun passé la coupe à faire le tour de la glace. Il y a eu une présentation. On a pris nos photos sur la glace. Le lendemain, nous, de notre côté, on est au bureau parce que le repêchage s'en venait et tout, mais en fin d'après-midi, on s'est rendu, il y a eu une parade ici, puis ce qu'ils ont voulu faire pour pas que les gens soient proches des partisans, les joueurs et tout, c'était une parade par bateau. C'est sûr qu'on est en Floride, fait que ça aide. Il y a le Riverwalk qui passe à travers Tampa. Écoute, je vais l'admettre, il y avait énormément de monde de chaque côté. Je ne peux pas dire que la distanciation sociale était très, très respectée. Ouais. Mais les gars là, sur les bateaux, c'était vraiment incroyable. Même que les dirigeants ils ont dit que si on gagnait une autre coupe, ou mettons les Rays s'ils avaient gagné, ou les Bucks s'ils gagnent, ils veulent faire la même chose, parce que ça faisait vraiment Tampa. Les gens de la Ligue nationale, ils ont trouvé ça vraiment bien, là, les gars de la coupe. Ils étaient sur le bateau. On avait chacun un bateau pour nos familles. Une couple de joueurs étaient ensemble. Comme de raison, Stamkos, Hedman étaient ensemble sur un bateau avec la coupe, avec le Conn Smythe. John Cooper, il avait le trophée Prince de Galles, puis ça a duré un bon 2 heures. Wow. Après ça, on est débarqué à un endroit, les autobus nous ont amenés au stade des Buccaneers, un stade ouvert, il y avait environ 15 000 personnes sur une capacité de 70 000. C'est là qu'ils ont présenté tout le monde, le président, le propriétaire a parlé. Là, c'est là qu'on, tu sais, quand les joueurs, là, depuis qu'Alex Ovechkin a gagné la coupe, puis qu'ils font le party, puis ils faisaient le bonhomme, l'ange dans la fontaine d'eau. Mais là, nos gars, ils se sont amusés. Il y en a qui n'avaient pas de chandail, puis il y en a qui... Je pense que depuis qu'on avait gagné la coupe, ils consommaient un petit peu, quelques boissons. Fait que c'était bien de ce côté-là. Puis tu parles de commanditaires et tout. Tu sais, l'équipe a en profité pour, dont l'événement à l'Arena, d'amener des commanditaires. Tu sais, pas nécessairement que tu sauves de l'argent, mais tu les gardes contents, tu les gardes heureux. Tu sais, c'est tout du... Et là, ils sont peut-être... Ben, regarde, leur commandite l'année prochaine, ils vont la garder, même si c'est des moments difficiles pour leur entreprise. Même chose au stade. Puis, même pendant la finale, ils ont commencé, on avait le droit d'avoir 1500 personnes dans l'amphithéâtre. Ils ont commencé à faire des watch parties présentés. Je ne me souviens plus c'était qui le commanditaire. Je ne sais pas si c'était pas Pepsi. Cette année, on vient de toute l'organisation a passé de Coke à Pepsi. Fait qu'ils en ont profité pour vendre une couple d'autres choses comme ça. Pendant les séries, puis nos célébrations, la même chose. Ils ont essayé de... Pas nécessairement que c'était monétaire, mais c'était du goodwill, si je peux dire, avec nos commanditaires pour aller de l'avant. Oui. Ben, puis c'est important, là, tout ce qui est le relationnel. Puis Georges-Étienne va pouvoir nous en parler aussi. Ce qui m'amène pour finir, dans le fond, comment tu entrevois la prochaine saison? Y a-t-il des apprentissages... Évidemment, cette année, tout était rebâti, là, fait que c'était vraiment chapeau aussi à vous, les équipes, les joueurs, l'organisation, pour avoir passé au travers tout ça avec brio. Puis, y a-t-il des apprentissages qui seront appliqués afin d'optimiser l'expérience client ou des sponsors ou des joueurs pour la prochaine saison? Si tu es capable de nous dire. C'est sûr que nous, puis je suis pas dans ces meetings, on a des meetings exécutifs à chaque semaine qu'on parle de ces choses-là, mais après ça, c'est ces départements-là qui font ça. Je sais qu'on cherche, tout le monde essaie de trouver des nouvelles sources de revenus. Tu sais, OK, la réalité, comme on n'a jamais fait autant de Zoom, je pense que tout le monde, avant la pandémie, beaucoup de monde ne savait pas c'était quoi Zoom. Fait qu'on, c'est sûr de ce côté logistique de la Ligue, je pense qu'ils ont beaucoup appris, puis ça a été un succès. La NBA, c'est un succès, des bulles. Le baseball, le football, on voit là, que ça s'en va à monter. Ça va bien. Mm-hmm. Il y a une couple d'équipes qui ont des cas, donc ça se promène un petit peu partout. De ce côté-là, je pense que la Ligue a fait la bonne chose. Mais ce n'est pas soutenable à long terme de ne pas avoir des partisans dans les estrades parce que le football, là, avant qu'il y ait un premier snap en saison, là, toutes les équipes font des profits avec le contrat de télé. Ce qui n'est pas la réalité du hockey. La réalité, je pense, c'est un 50-60 % des revenus qui sont dérivés, pas juste des billets, mais d'avoir des gens dans l'amphithéâtre, que ce soit les billets, les concessions. Plus tu as du monde dans l'amphithéâtre, plus tu as du monde qui achète des chandails et tout. Donc, ouais. Qu'est-ce qui fait plus mal? L'année prochaine, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une saison. Comment? On ne sait pas encore. Les dernières rencontres qu'on a eues, ça peut être chacun dans nos marchés, mais sans partisans. Mais encore là, tu as la question de la frontière. Est-ce qu'il va y avoir une division canadienne? Est-ce que ça se peut que ce soit des bulles temporaires? Tu rentres 2 semaines, tu joues 7-8 matchs, tu ressors 10 jours. Tu sais, tous les scénarios sont sur la table. Puis une chose que la Ligue nationale fait très bien, c'est que justement, ils regardent tous les scénarios. Puis ils vont prendre le meilleur. Fait que, c'est toute la spéculation. Ce que vous lisez dans les médias, là, ça a l'air, ça va être ci, ça va être ça, je vous dis tout de suite.
oui, ça se peut que ces choses-là sortent et qu'ils ont raison, mais personne ne le sait. Puis j'ai raison que je le sais, personne ne le sait, parce que la Ligue nationale ne le sait même pas. Puis Josiane et André vont sûrement confirmer. Il n'y a personne qui sait comment la prochaine saison. Je suis sûr que Gary Bettman a une meilleure idée que nous, mais même lui, il ne sait pas encore, puis ils n'ont pas décidé. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour avoir la prochaine saison. Moi, je suis convaincu qu'on va l'avoir. Dans quel format, combien de matchs et tout, c'est une bonne question, mais ça peut faire mal aussi. Là, la NBA parle de revenir à Noël. Si tous les autres sports jouent, puis toi, tu ne joues pas, tes partisans et tout. Donc, oui, tu perds de l'argent, mais est-ce que ça te coûte plus cher à long terme d'être en dehors de la map pendant 1 an et demi? Il y a toutes ces questions-là, puis il y a du monde plus intelligent que moi, puis qui ont plus les données que moi, qui vont prendre ces décisions-là. Ouais. Nous, on espère qu'on va jouer. Je suis très confiant qu'on va jouer. De laquelle façon, ça reste à établir. Bien, d'une façon ou d'une autre, on va y participer. Si on peut y aller aller dans les arénas, on ira parce qu'on va soutenir autant que pour le culturel, il y a des gros enjeux. Remplir les salles du comment, 250 personnes, intérieur, extérieur. Fait que tout le monde baigne là-dedans, pas juste la Ligue. Fait que c'est vraiment un enjeu que c'est ça, le modèle d'affaires va changer. Tout ce qu'il y a en arrière de Georges-Étienne, c'est posture d'Oshiaga, puis toutes ces choses-là, c'est ça. Puis même nous ici, là, notre building, là, on est un des buildings les plus occupés aux États-Unis aussi. Ça aide dans ta profitabilité d'entreprise aussi d'avoir ces concerts-là, toutes ces choses-là. Là, il n'y a absolument rien. Il y a zéro revenu qui rentre dans les. La seule bonne chose pour nous, la semaine après avoir gagné la Coupe Stanley, on a fait 7 chiffres en termes de retail, là, avec vendre des T-shirts et des casquettes de champions et tout. Fait que ça a été. Mais c'est une goutte dans le verre d'eau de tous les revenus. Là. C'est rien, mais au moins, on a eu ça. Fait que, non, c'est des moments difficiles pour l'industrie du sport, puis en espérant qu'on va pouvoir s'en sortir rapidement. Bien, encore une fois, félicitations pour tous les efforts, puis autant au sein de l'équipe et des joueurs et de l'organisation. On va passer à Georges-Étienne. Georges-Étienne, qui est vice-président chez FX, qui gère tous les contrats de partenariat, lui et son équipe, pour le groupe CH. FX est l'agence de vente et de publicité de commandite exclusive pour le groupe CH, incluant Canadien Montréal, Centre Bell, Evenco, Festival majeur comme Oshiaga, Evo Montréal et Il Sonic. Salut Georges-Étienne. Bonjour. Mais là, on voit bien que tu as un beau background. Donc, au nombre... Oui? J'ai décidé de ne pas aller à contre-jour le dessin de mes enfants, de mon garçon d'ailleurs. C'est bon, on est tous dans la même situation. Il n'y aurait pas eu de problème. Au nombre, c'est ça. Fait que là, au nombre d'ententes de partenariats de contrats de publicité déjà signés, peux-tu nous expliquer un peu le portrait que ça représente en termes de volume? Le nombre d'ententes et la valeur si tu es capable, puis comment les plans de compensation se sont bâtis. Tu as un inventaire, est-ce qu'il était suffisant, est-ce qu'il était diminué, parce qu'il y en a qui ont shifté plus numérique digital, puis est-ce que tout s'est vendu comme des petits ponchos? Hein? Écoute, premièrement, félicitations à Mathieu et Julien et toute l'organisation de Tampa. C'est tout un groupe de hockey, puis ils l'ont bien gagné, ils se sont repris. Là, je fais un petit touch-point hockey parce que c'est quand même notre milieu, mais l'an dernier, ça avait été une année plutôt tough. Puis c'est vraiment la meilleure des façons de reprendre. Et tu l'as mentionné, le match contre Columbus que j'ai écouté jusqu'à la fin. Ça a été, selon moi, un point tournant pour vous. Puis bravo. D'un point de vue commercial, d'un point de vue partenariat, ça a été toute une épopée quand même parce que dans notre situation à nous, on était dans une position où on n'était pas nécessairement prêt à faire les séries dans une saison normale. On était classé 12e, ce qui normalement ne fait pas la cote. Mais chapeau à la Ligue nationale parce qu'ultimement, ils ont tenté de trouver des moyens de bâtir un produit qui n'était pas prévu, mais un nouveau produit pour essayer de stimuler les gens à l'écouter, à le regarder, à ce que ce soit crédible pour honorer le trophée. Je comprends. Pour moi, c'était les séries qui étaient probablement les plus difficiles à gagner parce que tu avais une ronde de plus, tu avais une bulle, tu n'avais pas de contact avec ta famille. Fait que je pense que le format qui a été fait a créé des belles opportunités.
Mais ça s'est fait sur des chapeaux de roue. Ça a été organisé dernière minute parce qu'on joue avec puis c'est encore le cas en ce moment, la santé publique prévaut. Puis tu ne veux pas prendre des décisions qui, moralement et publiquement, peuvent te faire très mal. Et donc, de faire un tournoi, de faire quelque chose, c'était jamais certain. Donc, c'est difficile d'organiser, tout le monde ici, là, probablement, en tout cas, les propriétés, les partenaires, on se fait demander 17 000 scénarios différents de qu'est-ce qui va se passer avec X, avec Y, avec Z, puis ultimement, tu ne le sais pas. C'était une super belle nouvelle pour nous de pouvoir participer parce que, de un, on est un marché de hockey. Au point de Mathieu, on a été capable de boucler la boucle un peu plus rondement avec plusieurs personnes. Côté canadien, puis j'ajoute aussi le Rocket de Laval parce que la saison a été écourtée à Laval avec une décision de ne pas faire les séries du côté de la Ligue américaine parce que les revenus pour les assistants sont beaucoup plus élevés versus les droits de télé dans ce produit-là, dans ce sport-là. On avait à peu près 150 clients où, ultimement, la première étape qu'on a faite, mais ça, on l'avait faite au mois de mars, c'était de faire un audit et de dire voici le portrait de la situation, voici où on est, on en est là. Ce n'est pas toutes les équipes qui fonctionnent de la même manière. Nous, ça a été quand même une bénédiction. On a une approche assez ventilée des valorisations qu'on a dans nos ententes. C'est-à-dire que les partenaires savent généralement assez précisément dans leur mix global qu'est-ce que vaut chacun des éléments, ce qui a simplifié de beaucoup, je dirais, la relation qu'on avait, les discussions qu'on avait entre partenaires et le Canadien pour juste s'entendre à qu'est-ce qu'on te doit comme valeur et qu'est-ce qui n'a pas été livré. Parce que ça peut être un terrain de zone grise très, très, très large. Donc, quand on a pu adresser cet état de fait-là, il y a eu une première étape où on a pris le pouls de nos partenaires parce qu'il y a des partenaires qui souffrent énormément, puis il y en a d'autres qui vont très bien. Ce n'était pas tout le monde qui avait la capacité et le désir de vouloir continuer. Tu as beau avoir une entente, si tes restaurants sont fermés, c'est quand même assez frustrant d'investir dans une période où tu ne peux même pas accueillir des gens dans ton établissement. Alors, il y a eu une période où du mois de mars jusqu'au mois de juillet, ça nous a donné une espèce de zone tampon où on a pu prendre le pouls de savoir c'était quoi nos chances de rétablir quelque chose. Les scénarios ont été changés, mais quand on a compris que ça allait être des bulles, on a vite compris à quoi allait ressembler notre inventaire. C'est sûr que c'était super intéressant d'avoir les bandes, mais effectivement, autant c'était complexe de changer les gros décors. Pour nous, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, à Montréal, on change les bandes aux périodes. Il y a 3 partenaires qui se partagent la même bande. Ce qui fait en sorte que le prix payé par match, évidemment, est moins élevé parce qu'on n'a pas la même durée de visibilité. Quand on est arrivé avec le modèle de la Ligue nationale, jusqu'à quelques jours, jusqu'à 2 semaines avant le coup d'envoi, c'était censé être ça et c'est devenu des pleines bandes. Ce qui fait que soudainement, toutes les valorisations qu'on a pour un client passent au triple. Et donc, ça amenait des challenges de valorisation où il y a des partenaires qui ne pouvaient pas nécessairement se permettre de prendre une bande pleine pour l'ensemble des matchs. On avait un inventaire partagé avec la Ligue aussi, fait qu'il y a des notions d'exclusivité qui ont créé cette espèce de situation où d'habitude on vend l'association avec la marque. Et là, on vivait dans un environnement où il y avait certains partenaires qui n'étaient pas nécessairement des partenaires de l'équipe. Mais somme toute, je dois dire, tout le monde était heureux, puis ça, c'est le signe positif pour la relance future. Les gens avaient hâte de réavoir du sport. Les partenaires, même chose, on était contents de pouvoir offrir quelque chose et tout le monde a compris qu'on n'était pas, que les décisions qu'on devait prendre ou devait changer, ce n'était pas de la mauvaise foi, ce n'était pas à cause qu'on voulait profiter, mais bien parce qu'il fallait essayer de faire entrer un carré dans un cercle. Mais Mathieu l'a mentionné, c'était des pertes de revenus majeures, même avec les matchs. Puis pour chaque équipe, ça a été différent parce que des équipes dont le parcours ont été très courts. Il y a des équipes qui ont joué leur micro-tournoi de 3 à 5 matchs, puis ils n'ont pas fait la ronde supplémentaire. On a eu la chance de gagner contre les Pingouins, ce qui nous a permis d'avoir une ronde supplémentaire. Donc, d'un point de vue d'inventaire, on s'est repositionné avec un inventaire qui était grandement focus sur la visibilité télé,
la visibilité, la radio et le numérique. Donc, ça a été les 3 grands volets où on a pu travailler des opportunités pour les clients. On a bâti une espèce de cahier, de cahier cookie cutter qu'on présentait à l'ensemble de nos partenaires en ayant déjà des prix très transparents et ventilés pour tout le monde, avec une approche de first come, first serve. Voici toutes les idées qu'on a et qu'on est capable d'exécuter, parce que la réalité, puis André pourra le mentionner, je ne sais pas, Mathieu, du côté opération hockey, c'était peut-être moins le cas, mais il faut comprendre qu'on est à équipe réduite énormément d'un point de vue administratif. Et donc, autant on veut vendre des choses, autant on veut créer du contenu, autant on veut filmer. On est passé de 4 caméramans à 1. Donc, soudainement, il y a un goulot d'étranglement pour être capable de livrer le contenu. Et ces changements-là et cette limitation-là a fait que, je dirais, les équipes ont fait du mieux qu'ils pouvaient. De notre côté, on est très contents parce qu'on a réussi, grosso modo, à aller rechercher je dirais à peu près la moitié de ce qu'on avait, ce qu'on a perdu pendant la saison. Puis, sans avoir de benchmark, c'était quand même des revenus qui étaient possiblement pas disponibles. Donc, chaque dollar était intéressant. Puis, tout le monde a essayé de mettre de l'eau dans son vin, autant la Ligue, les équipes que les partenaires pour travailler de ce côté-là. Ou du vin dans son verre. Comme, vin dans son verre, exactement. Comme Perron. Bon, donc on parle de, comme tu disais, 150 clients, donc tu avais 150 plans de compensation en même temps à revoir, donc vraiment des approches personnalisées avec chaque partenaire, autant que c'est du comme first come, first serve. C'est quand même du gros relationnel aussi que tu as à faire avec, pour garder justement la majorité de tes partenaires. Peux-tu nous donner rapidement quelques exemples qui ont été des succès et ou des enjeux importants sur autant la relation client que sur des ententes qui n'ont pas pu être honorées ou bonifiées? Oui, bien, tu sais, des clients, il y en a eu de toutes les sortes. Il y en a certains qui nous ont juste dit, écoutez, on aimerait mettre une pause, puis peu importe ce qui arrive, ne pas honorer ce qu'on pourrait livrer pour des raisons, des fois, de timing fiscal. Fait que ça, c'est sûr que c'est des clients qu'on comprenait. Il y en a d'autres qui ont dit, on va faire le strict minimum qu'on doit faire, mais on n'est pas dans une situation économique en ce moment où on veut entendre des nouvelles idées. Donc, si tu veux m'offrir une bande, j'en ai une dans mon contrat, je vais la faire, mais dans mon contrat, je la paye X dollars par match. Je vais la payer X dollars par match. Alors, si tu veux me la donner, donne-moi-la à ce prix-là. On avait d'autres clients qui voulaient profiter du moment et on a été créatifs. D'un point de vue télé, je dirais, je pense qu'on a été capable de satisfaire la plupart des clients. Ce qui était un enjeu majeur, puis un exemple qui peut démontrer qu'est-ce qui peut arriver, c'est jusqu'à la toute fin, les équipes canadiennes, comme les équipes américaines, étaient censées avoir leur broadcast régional pour couvrir les matchs du tournoi. Le premier match qu'on avait fait contre Toronto, puis la série contre Pittsburgh. Dans notre cas, à nous, c'est Bell avec RDS. Ça nous permet, entre autres, de faire de l'affichage virtuel, qui est un affichage qui est plus flexible. C'est en arrière des filets et ça peut changer par période parce que c'est fait avec RDS, c'est indépendant des opérations. Et donc, on avait travaillé des plans avec des partenaires pour cette visibilité-là parce qu'il y avait des limitations budgétaires, il y avait une vision de vouloir être là à tous les matchs versus n'en faire que quelques-uns à cause du nombre de bandes qui étaient réduites. Jean Coutu, pour moi, était un bon exemple. Je lui avais proposé de faire le virtuel parce que, selon moi, c'était la meilleure option. Ils ont une bande normalement, mais je leur ai dit, dans ce cas-ci, c'est le virtuel qui va faire la job. C'est le meilleur match pour ce que vous cherchez comme objectif. Pour apprendre une semaine avant le début que finalement, pour des raisons stratégiques, c'est le broadcast de la NHL qui allait diffuser les matchs contre Pittsburgh et contre Toronto. Et il n'y a pas de virtuel avec TVA Sport. Mais mes bandes étaient déjà bookées. Mais moi, Jean Coutu, c'est un partenaire très important pour moi. Il a fallu que je travaille avec d'autres partenaires pour rechanger la structure d'organisation, pour le mettre dans quelques matchs. Il y en a manqué certains. Je l'ai compensé avec de la radio. Il m'a dit, regarde, je vais être bon joueur, je vais prendre de la radio. Sauf qu'on n'avait pas prévu nécessairement dans nos plans de compensation qu'on passerait Pittsburgh. On bâtit pour faire le tournoi. Puis là, on s'est rendu compte, hey, mon Dieu, on joue contre Philadelphie. Ce qui fait qu'au final, Jean Coutu était rendu avec un solde de créditeur avec nous. Il nous devait des budgets
parce qu'ils voulaient continuer. Bien, il a fallu que, tu sais, nous, après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu en disant, exemple, bien, tu sais, la radio qu'on t'avait offert pour compenser notre changement pour la bande versus le virtuel, bien, on va te l'offrir gratuit finalement. On ne la comptabilisera pas, on ne te chargera pas pour ça. Si tu l'as accepté comme bon partenaire, puis finalement, on change les plans. Fait que ça, c'est des petits changements qui ont fait que pour 20, 30, 40 clients, il y avait ce genre de changement-là. Ceci dit, il y a eu plein de changements positifs aussi. Tu sais, moi, je pense que le digital en est un. Il y a beaucoup de propriétés ici et de clients qui veulent faire vivre leur commandite à l'année. Et c'est souvent un défi, particulièrement dans les festivals, un peu plus dans l'entertainment que dans le sport, parce que la saison est assez longue. Mais avec l'incapacité de pouvoir avoir des partisans sur place, il y a des clients, entre autres, dans tout ce qui est le F&B, qui normalement sont habitués de vendre. Un client comme Bacardi, qui est partenaire avec les Canadiens parce qu'il veut vendre son rhum au Centre Bell puis créer des expériences au Centre Bell avec les bars, avec des cocktails, etc. C'est sa façon de s'associer. On n'avait rien, mais il voulait faire quelque chose. On s'est tourné vers le digital pour créer des moments épicés. Et c'était des segments que les partisans nous envoyaient, qu'on a mis sur nos médias sociaux. Et ça fait en sorte que pour la prochaine année, Bacardi veut reconsidérer une approche un petit peu plus multiplateforme pour son partenariat. Donc, ça a été une espèce de période qui nous a permis de faire des tests avec les partenaires. On ne pouvait pas charger des montants de fou parce qu'on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer, du succès que ça pouvait avoir, mais ça nous a permis de tester avec des petits projets pour prévoir la prochaine année sur qu'est-ce qu'on peut faire pour, même si on a le droit d'avoir des gens dans les estrades, comment on peut mieux intégrer le digital dans un mix pour plusieurs de nos clients qui n'en avaient pas nécessairement. Fait que ça, c'est un signe quand même positif pour faire avancer là où les partenariats peuvent aller de mon côté. Parfait. Puis en fait, pour rebondir là-dessus, là, tu disais justement pour Jean Coutu, ben, il devenait comme un seul créditeur. Ben, j'avais une discussion avec Mathieu qui disait plus tu gagnes, plus tu perds d'argent, dans le fond. Là. Fait que c'est comme un peu de. C'est un couteau à deux tranchants, mais en même temps, ça fait bénéficier autant d'un bord et de l'autre. Pardon? C'était des cas d'exception dans des cas comme ça. La plupart de nos clients, c'est utilisé à même ce qui restait à livrer et donc moins fait. Il y a d'autres cas, puis pour boucler cette boucle-là, on a fait des essais, puis ça ne s'est pas avéré intéressant. Ce n'est pas le même aréna, ce n'est pas les mêmes angles de caméra. On a vendu nos bandes. Il y a certains partenaires à la fin qui nous ont dit, écoutez, ce n'était pas ma position habituelle. D'habitude, nous, il y a certains partenaires, c'est pas capital, mais c'est quelque chose qui tienne mordicus de rester au même endroit tout le temps. On a eu 5 changements de plan de bande, de quel partenaire avait quel droit à quelle position entre nous et la Ligue. Un partenaire comme Tim Hortons, on a été obligé de faire un miroir avec sa bande. Tout le monde a accepté. Ça donne des excellents résultats, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des éléments, il y a certains partenaires, pas Tim Hortons, mais il y en a d'autres qui nous sont revenus en disant, écoutez, ce n'est pas quelque chose qu'on a apprécié. Donc là, on comprend, on travaille sur la prochaine année pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser quand on voulait proposer quelque chose qu'on croyait bon, mais qui ne l'a pas été. José, je peux dire une chose qui est drôle, que le monde va rire pour comment une équipe de hockey est dirigée. Nous, quand on a nos meetings avec les gens comme Georges-Étienne, on fait tout le temps la blague, moi, Julien, avec nos gens de marketing, nos gens de billets, dit, vous autres, allez faire l'argent, nous autres, on la dépense. On est la plus grosse dépense d'une équipe à cause des salaires des joueurs, nos coûts opérationnels, le vol et tout. Fait que c'est tout le temps la blague. Georges-Étienne, merci, amène-nous de l'argent, parce que nous, on a besoin, parce que nous autres, on est ceux qui la dépensent. Un beau rôle. Fait que, ben écoute, merci Georges-Étienne. Je regarde le temps, puis je suis timekeeper en même temps. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le Q&A, qu'on va garder une période de questions pour la fin. Donc, on va passer à André Brun, qui est directeur des communications hockey pour les Oilers d'Edmonton. Bonjour André. Bonjour Marie-Josée. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu votre rôle rapidement là, au sein de l'organisation? Parce que, évidemment, vous êtes aux communications hockey, donc vous représentez qui, puis vous communiquez à qui? Alors, essentiellement, c'est intéressant d'entendre Mathieu et Georges-Étienne parce que je pense que mon rôle, c'est finalement, je suis le lien entre l'équipe comme telle, alors les joueurs, la direction, les entraîneurs
et les médias, mais également avec les autres départements de l'organisation, dans le sens de quand ils vont vouloir accès aux joueurs. Alors, dans le sens que gère surtout avec les médias, alors l'accès aux joueurs, l'accès aux entraîneurs, etc., mais également les départements côté marketing, côté billetterie, etc., vont nous arriver avec des projets souvent qui ont passé par la haute direction, puis ensuite nous arrivent pour l'exécuter ou pour voir qu'est-ce qui est possible, etc. Alors, c'est vraiment le lien. Puis là où on joue entre, comme Mathieu et Georges-Étienne expliquent, joue entre gagner et aller chercher de l'argent. Puis les gens de hockey vont toujours dire, écoutez, laissez-nous gagner. Puis les gens de marketing vont dire, ben, vous avez besoin de l'argent pour gagner. Fait que moi, je joue le lien entre les deux, qui des fois est un défi, mais puis malheureusement, nous, on n'a pas eu le succès de Tampa Bay ou même de Montréal. Nous, on a perdu dans la première ronde. Ce qui a été différent et spécial, c'est que notre ville était également haute d'une bulle. Alors, juste en termes de ressources, non seulement que les ressources étaient réduites, mais tout à coup, on avait la responsabilité d'appuyer la Ligue nationale dans l'exécution de cette bulle. Ça a été un succès du côté de la bulle, moins pour l'équipe de hockey, malheureusement, mais en tout cas, toute une expérience pour notre organisation de passer à travers cette bulle. Bien, félicitations justement pour avoir été la ville hôte et pris part à l'organisation des séries. Évidemment, le département des communications, c'est la ligne de front autant auprès des médias que du public. Fait comment vous avez adressé la nouvelle quand la pandémie est arrivée, sans vouloir faire de jeu de mots, là, étiez-vous en mode offensif sur un plan d'action bien détaillé ou plus en mode réactif, semi-planifié en fonction de des stratégies mises en place par la Ligue? Fait que ça a été quoi votre stratégie de communication? Un peu des deux, finalement, Marie-Josée. Je pense que nous, ça a été intéressant. Mathieu, d'ailleurs, je parle du 12 mars. Nous, on jouait le 11 mars. Alors, pendant le match, on a su que la NBA cessait ses opérations. C'était apparemment les joueurs s'en parlaient sur la glace. Puis nous, la Ligue nous avait donné déjà des directives en termes de comment faire. On n'allait pas ouvrir le vestiaire, par exemple, aux médias ce soir-là, etc. Fait qu'il y avait des règlements déjà mis en place. Mais là, tout à coup, cette nouvelle-là est arrivée. Nous, on ne savait pas si les joueurs, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas. Alors ça a été toute une soirée, mais on a eu, je pense, 3-4 joueurs qui ont parlé aux médias dans une conférence de presse bizarre, dans le sens que les médias devaient être distanciés, ils devaient être loin des joueurs. Il fallait qu'on lave le micro après chaque intervenant. Ça a été tout comme je disais, toutes ces expériences-ci, pour moi, ça a été beaucoup plus de travail pour faire beaucoup moins. Et ça a été frustrant puis difficile à aborder. Mais nous, ensuite, alors là, le 12 mars, la Ligue a annoncé une pause. Puis là, on a fait des dispos médias immédiatement pour réagir un peu immédiatement à ça avec des joueurs clés puis notre direction, etc. Mais là c'est vraiment, je pense que j'ai passé à travers de 6-7 plans de médias au cours de cette pause-là parce qu'il y avait tellement d'incertitudes. On attendait des directives de la Ligue. La Ligue et l'Association des joueurs, au départ, voulaient que autant de personnes restent tranquilles que possible. Il ne faut pas créer... C'est ça qui est difficile dans notre domaine, c'est la spéculation. Mais tout ce qui se passait à ce moment-là, c'était de la spéculation dans la Ligue. C'était, est-ce que la Ligue fait la bonne chose? Est-ce que les joueurs sont d'accord avec la Ligue? Est-ce que les joueurs veulent revenir? Est-ce que les joueurs ont peur de revenir? Etc. Fait, nous, on a vraiment, à un moment donné, je pense 2 jours après la pause, on a été en vraie pause où on a dit, puis on avait eu des discussions et avec le côté hockey et avec le côté affaires, entreprises. On a dit, écoutez, si nos joueurs commencent à parler, tout de suite, sans qu'il y ait vraiment de directive de la Ligue, sans qu'on sache. Rappelez-vous, il y avait même des questions au sujet de COVID. Tout changeait, on dirait, par jour, en termes de l'impact, en termes de qu'est-ce qu'il fallait faire, en termes de comment ça se propageait. Alors, nous, on a dit, écoutez, pendant quelques jours, là, les joueurs, ils ne vont pas parler aux médias, puis on va garder ça tranquille. La Ligue nous encourageait de faire ça, mais d'autres équipes étaient disponibles. Alors, des joueurs parlaient directement aux médias. Alors, moi, j'ai eu des membres des médias avec qui, je pense, j'ai de bonnes relations que pendant 10 jours, je dirais, c'était pas très cordial. Je pense qu'ils comprenaient, mais en même temps, eux aussi, leur vie professionnelle était en crise.
d'habitude, ils remplissaient 3 pages des journaux, par exemple, avec du hockey. Là, ils n'avaient plus accès aux joueurs, il n'y avait plus de résultats. Donc, alors là, tout à coup, ces journalistes-là parlaient d'autres choses et eux autres étaient frustrés avec moi, avec notre organisation, trouvaient qu'ils devraient avoir accès continu à ces joueurs-là. Puis les autres s'en foutaient s'il y avait de la controverse qui en sortait. Ça aurait généré d'autres contenus pour eux. Fait que je comprends ça. Puis, alors, nous, après à peu près, je pense 2 semaines, presque 2 semaines, on a planifié. Puis moi, j'étais en contact avec 5-6 médias clés, nos détenteurs de droits, des journalistes qui nous suivaient de jour en jour, essayer de leur faire comprendre notre situation. Puis avec le temps, je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Puis j'ai dit, écoutez, on va vous donner accès à des joueurs, mais pas tout de suite. Attendons qu'il y ait un peu plus de clarté, si vous voulez, sur COVID et sur la situation de la Ligue nationale. Fait que nous, pendant 2 semaines, on a fait une campagne dans le sens où tous les jours, il y avait des appels Zoom avec des joueurs. Tous les jours, on rendait des joueurs disponibles aux détenteurs de droits pour des émissions nationales et locales, puis majeures, etc. Les médias étaient contents. Nous, on a été frappés par une tragédie dans tout ça, dans la 2e semaine de cette expérience-là. Ceux qui suivent le hockey de proche vont le savoir. Nous, il y a un de nos joueurs qui est décédé. Colby Cave, un joueur qui a partagé son temps entre le club école à Bakersfield et la Ligue nationale, est revenu à Barrie de Bakersfield et éventuellement a succombé à je ne sais pas exactement le côté médical, mais un anévrisme au cerveau. Ça a été bouleversant pour nous tous. C'était une personne très aimée dans le vestiaire, très aimée par les médias. Alors ça a ajouté tout un élément à tout ça. Les médias ont été surtout respectueux. Il y en a une couple où j'aurais aimé qu'ils attendent d'annoncer que la famille ait pu annoncer, etc. Mais ça, c'est des choses dans le monde actuel, malheureusement, des fois, ça ne se passe pas comme on aimerait. Mais alors là, il y a eu ça d'ajouter à tout ça. Ça a ajouté une perspective humaine. Ça a ajouté, je pense, ça a mis tout en perspective pour nous, puis je pense pour nos joueurs. Alors, pendant probablement 2-3 joueurs, on a eu des joueurs et des membres de la direction et d'entraîneurs qui ont parlé aux médias au sujet de Colby. Ensuite, on a demandé un peu de temps pour... c'était difficile, évidemment, de parler devant les médias, devant un appel Zoom au sujet d'un ami. Puis il y a un ami à qui ces joueurs-là n'avaient pas pu dire au revoir, un ami ils auraient sans doute vécu ça différemment dans un mode sans COVID, mais en tout cas. Et alors ça, et ensuite, essentiellement, on regardait à chaque demande. J'essayais de communiquer régulièrement avec les médias clés. Nos médias locaux ont été pas mal bons. Il y en a qui ont dit, écoutez, on va passer le prochain mois à parler à vos espoirs. Alors, on organisait des entrevues avec nos espoirs. Quand l'entente et pour la convention collective et pour le retour de jeu, là, on a fait des dispos médias encore. Puis là, quand les directives de la Ligue nationale sont venues, bien, j'ai tout mis à la poubelle, puis j'ai recommencé à neuf en termes de comment organiser. Mais en général, je dirais comme Mathieu et Georges-Étienne, la Ligue a fait tous les efforts de pouvoir offrir un spectacle à la télévision, offrir un accès aux médias. Est-ce que c'est idéal? Non. Mais ce qui n'est pas idéal pour tout le monde. Puis, il y a certainement, je suis au milieu, fait que j'ai su de tout bord, de tout côté, là où on n'était pas satisfait. Mais à la fin de tout ça, je sais qu'en parlant des médias dans les dernières semaines, ils ont dit finalement, ce n'était pas si pire qu'on pensait. Je pense que les médias ont peur de à quoi ça va ressembler dans 6 mois. Ils se demandent s'ils n'auront plus accès au vestiaire, ils n'auront plus accès comme ils avaient dans le passé. Puis ça va être intéressant à suivre et un défi certainement pour notre domaine. Bien, merci. Puis oui, effectivement, les défis avec les médias, comme on discutait aussi vraiment, comme quoi les médias étaient en mode survie, fait qu'eux autres, ils ont besoin de contenu pour vendre, puis autant que jusqu'à recevoir des insultes. Mais je pense que le relationnel, c'est bien couvert, en fait, entretenu au travers de tous les enjeux. Puis comme vous disiez, comme quoi que ça a été difficile aussi avec le décès d'un joueur, fait que chapeau pour avoir maîtrisé
cette gestion de crise par-dessus gestion de crise, c'est quand même vraiment quelque chose qui est difficile à justement gérer. Donc voilà. Sans plus tarder, j'ai quelques questions peut-être à demander. Ah oui, en fait, une question pour toi, André. Est-ce que les fans sont demeurés engagés, les détenteurs de billets de saison? Est-ce que, de point de vue engagement, ça a été demeuré? Je suis moins impliqué de ce côté-là, mais nous, ça a été intéressant parce que Edmonton était la ville haute. Fait que ça a ajouté un élément un peu, mais je pense qu'une fois que les amateurs se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas assister au match, ils ne pourraient pas voir les joueurs, etc., c'était un peu différent. Mais c'est là où c'était important pour nous de donner autant d'accès qu'on pouvait aux médias. Je pense que le spectacle à la télévision, je dirais comme Mathieu, je pense que ça a été excellent. Je pense qu'ils ont fait je sais que malheureusement, moi, j'étais seulement dans la bulle pendant 3 semaines, mais en sortant et regardant les matchs à la télévision, j'ai été très impressionné. J'ai trouvé que la télévision a ajusté leur tir un peu pour que le spectacle soit excellent pour les amateurs. Puis nos amateurs aussi, il y a seulement un certain nombre de nos amateurs qui ont des billets pour les matchs. Alors, de les ajouter à ce groupe-là, et je sais que nos gens dans la billetterie, nos gens en marketing, etc., ont continué à parler avec eux, etc. Puis notre défi, c'était d'être haute également. Mais nous, la couverture a continué à être excellente. Pendant les 3 semaines qu'on a été là, Mathieu saura ça, là, quand on perd dans la première ronde, là, les 2 semaines après ne sont pas plaisants. Puis, et du côté des amateurs et du côté des médias. Mais ça, c'est le monde du hockey. Puis je pense en général, le sentiment que nous, on a eu, c'est que les gens d'Edmonton étaient très fiers d'avoir été hautes, très déçus que notre équipe n'a pas été plus loin, mais en général, très engagés, très fiers de leur communauté. Puis on a entendu beaucoup d'histoires positives un peu d'autour, mais finalement, les abonnements de saison, on verra l'année prochaine là, comment ça jouer, comment nous on a conversé ou engagé nos fans. Ça sera intéressant de voir ça l'année prochaine. Marie-Josée, si je peux juste renchérir, ceux qui ne comprennent pas les rôles comme André dans une équipe, là, ce qui est difficile, là, c'est qu'eux autres, là, dans le fond, là, c'est nous qui avons le beau au jeu. Eux, là, c'est eux autres qui sont la ligne de front devant nous. Là, comme eux autres, là, ils étaient supposés de passer de cette ronde-là. Là, ils perdent. Là, tout le monde veut parler à tout le monde. Qui appelle? André, je veux parler à Connor McDavid, je veux parler à Ken Holland. Nous, pour ceux qui ont suivi notre série, Steven Stamkos qui n'a pas joué, puis on ne le mettait pas accessible pour plusieurs raisons. Sa blessure, il y a une situation avec sa famille aussi qui a quitté. Donc, qui appelle notre équivalent d'André Bray? Hey, on veut parler à lui. Non, on ne peut pas. Fait que c'est lui, en sachant la vraie histoire, mais qu'il faut qu'il contourne ça un petit peu. Fait que c'est ce monde-là, là, moi, des fois, le monde, il les oublie à l'intérieur d'une organisation, là, mais ils sont très importants parce que nous, on se cache en arrière d'eux quand il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Donc, puis je pense qu'il sait de quoi je parle, André. Là. Il y a une situation où Connor McDavid a été diagnostiqué avec le COVID. C'est sûr que tout le monde t'appelle. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je veux parler à Connor. Fait que ces situations-là, là, nous, en termes de management hockey, là, on se cache. Je ne veux pas dire qu'on se cache. On guide, voici ce qu'on est prêt à dire, mais en bout de ligne, les médias, ce n'est pas moi qui appelle, ils vont appeler André, puis c'est eux autres qui prennent tout. Voyons, ça n'a pas d'allure, vous ne nous parlez pas. Fait que c'est des jobs que le monde oublie, mais qui ne sont pas tout le temps agréables, mais qui sont essentiels au bon fonctionnement d'une équipe de hockey. Puis j'ajouterais, Mathieu, avec les directives de la Ligue nationale, tout était plus compliqué. J'ai mentionné au début, ça prenait beaucoup plus de travail pour faire beaucoup moins. Alors d'habitude, à la fin d'un entraînement, un match, on ouvre le vestiaire. Et ça y est, ils ont accès à... Après un entraînement, nous, souvent, il y a 12-15 joueurs qui parlent aux médias. Après un match, souvent, il y a 6 à 10 joueurs qui parlent aux médias. Là, on avait vraiment l'opportunité de donner 3 joueurs après les matchs et 3 joueurs après les entraînements. C'était vraiment, puis on partageait le site d'entrevue avec 6 autres équipes. On partageait à l'Arena avec 11 autres équipes. Ça a été vraiment un défi du côté-là. Puis, oui, il y a des fois, là, chaque fois que le téléphone sonnait, j'ajoutais du gris à ma barbe, là, mais c'est partie de notre rôle. Et puis, je devrais ajouter, je suis chanceux dans le sens, j'ai un directeur général et un entraîneur qui sont très accessibles entre Ken Holland et Dave Tippett. Puis ça facilite mon emploi. Les autres aussi se voient comme
des obstacles aux joueurs dans un sens de hey, moi, je vais parler pour que le joueur n'a pas besoin de parler. Puis ça a certainement aidé beaucoup. Puis je pense à Tampa, je pense à John Cooper. Il est tellement fort dans les médias et aimé dans les médias. Ça ajoute un élément vraiment important pour ceux qui sont dans mon rôle. Pas comme Bill Belichick, hein? Bill Belichick, où je pense à un gars comme John Tortorella, puis j'ai dit, Dieu merci que vous avez eu à Tampa. J'ai dit, je préférais pas l'avoir comme mon entraîneur. J'ai joué pour Tortorella, fait que je sais comment il est. Ça ajoute des défis. Je vois l'heure passer et je ne voudrais pas que ça se termine en queue de cheval. Alors, je voudrais juste vous remercier tout le monde pour d'avoir assisté. Merci à Mathieu, Georges-Étienne et André d'avoir bien répondu à nos questions puis d'avoir offert une transparence. Félicitations, Mathieu, encore une fois pour la coupe, évidemment. Puis malheureusement, elle est à Montréal. Tu ne l'as pas à côté de toi pour qu'on puisse la voir, mais comme tu disais, tu vas sûrement la recevoir en fin de semaine. Donc, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Toutefois, on va vous répondre en privé. Puis, on va faire tirer pour tous les participants qui étaient là le jersey officiel que Mathieu a montré en début, donc qui est signé de Victor Hedman, qui est le MVP des séries. Alors, voilà, merci à tous et allez vous abonner aussi au groupe Conseil canadien sur la commandite, autant sur LinkedIn que vous abonner sur le Sponsorship Marketing Council sur le site. Toujours du contenu intéressant. Alors, merci encore à tout le monde. Passez une belle journée, puis on a bien hâte à la prochaine saison. C'est vous, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.